Nous accueillons sur notre plateau Ethan, ingénieur recherche au CNRS qui travaille dans l'exploration spatiale. Il va nous parler notamment de la recherche de ces fameuses exoplanètes. Ethan, à toi. Bonjour. Ah, c'est bon, le micro marche bien. Donc, effectivement, comme ça a été dit, moi, donc, je suis ingénieur, on voit pas beaucoup le pointeur. Je suis ingénieur de recherche au CNRS. En fait, je travaille à l'observatoire de Meudon, qui est vraiment à quelques minutes à pied d'ici. Donc, c'est un grand plaisir d'être là. Donc, moi, je vais vous parler un peu de la mission Ariel, qui est le télescope qu'on voit ici, qui est une mission de l'Agence spatiale européenne. Donc, l'Agence spatiale européenne, c'est une sorte de collaboration entre plein de pays d'Europe. Il y a aussi le Canada qui est dedans. Et donc, une des missions qui... Alors, là, le lancement prévu est en 2029. Et donc, à travers cette conférence, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne le télescope. Et avec qui va avoir pour but principal de ce qu'on appelle caractériser des atmosphères d'exoplanètes. Alors, les exoplanètes, ce sont des planètes qui sont en dehors du système solaire. C'est-à-dire qu'on connaît Mercure, Vénus, la Terre jusqu'à Neptune. En fait, si vous allez dans le ciel nocturne le soir, vous voyez des étoiles dans le ciel, et autour de certaines de ces étoiles, il y a des planètes, comme dans le système solaire. Et en fait, on commence à connaître de plus en plus d'exoplanètes, mais on a encore assez peu d'informations sur ces exoplanètes en elles-mêmes, et notamment sur leur composition. Donc l'objectif avec cette mission, ça va être justement d'arriver à comprendre de quoi est composée leurs atmosphères, avec pour but principal, notamment d'essayer de voir si on ne pourrait pas trouver des signes de vie. Parce que vous voyez que sur Terre, donc, on a donc une atmosphère, ce qui nous permet de respirer, et si on n'a pas d'atmosphère, forcément, il n'y aurait pas de vie. Et quand la vie vit, notamment quand on respire, on va émettre certains types de gaz, et certains gaz sont très liés, sont liés intrinsèquement à la présence de vie. Et donc, on va essayer de voir si on peut trouver certains types de gaz dans les exoplanètes. Alors, je ne sais pas si je peux passer le... Est-ce qu'on peut passer le... Je sais pas où il faut... Voilà, parfait. Alors, l'instrument Ariel, il fonctionne avec un prisme. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un prisme, mais dans l'idée, un prisme, ça permet de faire ce qu'on appelle le spectre d'une source lumineuse. Donc, imaginons qu'on ait une source de lumière blanche, par exemple le soleil, et qu'on vient la faire passer à travers un prisme. On vient décomposer la lumière en toutes ses couleurs. Et je ne sais pas, donc vous avez sans doute déjà tous vu un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, c'est littéralement un spectre, puisque en fait, c'est les gouttes d'eau qui vont agir comme un prisme et décomposer la lumière en toutes ses couleurs. Et en fait, il y a une information qui est très importante, c'est qu'en fonction des couleurs qu'il y a ou qu'il n'y a pas, et en quelle quantité, on va être capable de déterminer la composition de la source de lumière. Donc j'y viens ici. Donc ici, je vous ai représenté plusieurs spectres. Alors, ça a l'air un peu confus comme ça, je vais vous expliquer. En haut à gauche, par exemple, on a le spectre de la lumière du jour, c'est-à-dire le spectre du soleil. Alors, comment ça se lit un spectre, globalement? Donc, vous voyez qu'on a plusieurs couleurs. Et pour une couleur donnée, plus le trait est haut, plus on a cette couleur qui est présente en grande quantité. Par exemple, pour la lumière du jour, on voit que dans le rouge, on a une sorte de pic vers le bas dans le rouge, ce qui veut dire qu'on a moins de rouge que de bleu, par exemple. Alors, on voit que la lumière du jour, globalement, elle est quand même plutôt horizontale, c'est-à-dire qu'on a un peu de toutes les couleurs. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde d'autres types de lumière, on va avoir des spectres un peu différents. Par exemple, en haut à droite, on a les spectres des anciennes ampoules à filaments. Donc, alors, c'est plus trop utilisé aujourd'hui, mais c'est des lumières, c'est vrai, qui émettaient une lumière plutôt rouge ou orange. En fait, quand on fait le spectre, c'est plutôt logique, parce qu'on voit qu'on a énormément de lumière dans le rouge et très peu dans le bleu. Si on regarde les LED aussi, par exemple, donc les LED, c'est ce qu'il y a là, par exemple, sur tous les panneaux lumineux qu'on a autour de nous. C'est un peu mieux réparti, on a quand même un pic dans le bleu et ensuite pas mal dans le orange. Mais il y a un type de lampe qui est très intéressant à regarder, c'est donc ce qu'on appelle les ampoules fluocompactes. Alors les ampoules fluocompactes, vous voyez qu'en fait c'est un spectre très étonnant parce qu'on a des pics d'émission, c'est-à-dire à des couleurs très très précises. Et donc on a un peu de violet, on a du bleu, on a du vert et on a du orange, mais c'est tout. Et tout le reste, on n'a pas. Alors ça, c'est lié au fait que dans les lampes fluocompactes, on a du gaz. En fait, le gaz, quand on vient le chauffer très très fort, il commence à émettre de la lumière, mais il émet de la lumière à certaines couleurs très précises et pas à d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction du gaz qu'on éclaire, on n'a pas les mêmes pics, et qu'en fait, un pic donné correspond à un gaz donné. Et en fait, c'est avec cette information-là qu'on va pouvoir déterminer en fait quel gaz on a.
Alors, il y a une autre question qu'on peut se poser. Donc, mettons qu'on prenne une source lumineuse qui a tel spectre. Maintenant qu'on fait passer un gaz devant, il va se passer quelque chose dans le spectre. On va venir avoir des raies d'absorption. Et donc, par différence des deux, on va être capable de déterminer quel est le gaz qui est passé devant la source lumineuse. Et en fait, dans l'idée, c'est que le gaz, il va absorber les mêmes couleurs que ce qu'il émet quand il est chauffé. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais on prend un gaz donné, on le chauffe très fort, il va émettre à des couleurs très précises. Maintenant, si on prend le même gaz, qu'on ne le chauffe pas, et qu'on le fait passer devant une autre source de lumière, il va absorber exactement les mêmes couleurs que ce qu'il aurait émis s'il avait été chauffé. Et donc, avec cette information, on peut commencer à regarder les atmosphères des exoplanètes. Pourquoi? Parce que finalement, imaginons qu'on ait une étoile. Une étoile, c'est une source lumineuse, c'est plutôt logique. Donc maintenant, imaginons qu'avec le prisme de tout à l'heure, on fasse le spectre. C'est la courbe verte qui est représentée. On va dire qu'en bas ici, quand on parcourt la flèche vers la droite, on change de couleur. Et donc, on a toujours l'intensité en fonction de la couleur qui est représentée en haut. Donc, on va être capable de faire le spectre de l'étoile. Et donc, maintenant, vous voyez que la planète, elle a une petite atmosphère autour. Et donc, l'atmosphère, comme on disait tout à l'heure, c'est du gaz. Et donc, dans le gaz, il y a plusieurs molécules de gaz. Et chaque molécule de gaz va avoir des couleurs très précises qu'il va absorber. C'est ce qu'on appelle la signature spectrale. Et donc, au moment où la planète va passer devant, vous voyez qu'en fait, on a des raies qui vont apparaître dans le spectre de l'étoile. Et une fois que la planète repart de l'étoile et qu'elle n'est plus devant, on retrouve le spectre de base qu'on avait sur la planète. Et donc, Ariel, le télescope, qu'est-ce qu'il va faire? Il va observer l'étoile avant que la planète passe devant, faire le spectre. Ça va déjà nous donner plein d'informations sur l'étoile. Mais ça, c'est des informations finalement que les scientifiques ont quand même plutôt tendance à avoir déjà. Et ensuite, on a juste à attendre qu'une planète passe devant. Et on refait le spectre, et justement, on va venir voir les petites raies, ce qu'on appelle les raies d'absorption. Et donc, ces raies d'absorption, vu qu'on a dit qu'elles étaient intrinsèquement liées au type de gaz qu'on a dans l'atmosphère, c'est ce qui nous permet de déterminer quelle molécule on a. Donc, si par exemple, on va peut-être être capable de dire, tiens, il y a de l'eau dans l'atmosphère, ou il y a de l'oxygène, ou il y a du dioxyde de carbone. En fait, avec toutes ces informations-là, après, charge aux scientifiques de reconstruire un modèle, ce qu'on appelle un modèle d'atmosphère, c'est-à-dire quel gaz on a en telle quantité, et potentiellement, à terme, l'objectif, ce serait de voir si ça pourrait pas être lié à de la vie, tout ça. Parce que forcément, donc on a dit, sur Terre, on a beaucoup d'oxygène, c'est ce qui nous permet de respirer, mais en fait, quand on expire un des gaz différents, par exemple du dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone peut être, synonyme de vie, mais pas forcément, et c'est là après toute la difficulté. Donc c'est pas parce qu'on a tel gaz que c'est forcément lié à de la vie, mais ça peut l'être, ça peut être des indices. Voilà, et donc l'idée c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle un catalogue d'exoplanètes, avec plein d'atmosphères, et qu'on soit capable de dire, tiens, par exemple, cette exoplanète, on sait qu'il y a tel gaz dans son atmosphère, et donc, l'idée c'est de faire une sorte de grand catalogue que les scientifiques pourront consulter, et pour faire leur modèle après d'évolution, aussi de formation des systèmes qui sont, des systèmes solaires qui sont en dehors du nôtre, etc. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais peut-être juste conclure en disant que mon travail, moi, sur la mission, donc comme je l'ai dit, je suis ingénieur, et l'idée des ingénieurs, en fait, c'est de rendre possible techniquement le choix des chercheurs. Par exemple, on a un chercheur justement qui arrive et qui dit « Ah, moi j'aimerais bien pouvoir observer les atmosphères des exoplanètes. Bon, je sais qu'on a des techniques pour ça, mais moi il faudrait qu'on construise un télescope et tout ça. » Et donc là, il y a toute une armée d'ingénieurs. Je parlais de l'ESA tout à l'heure. Je pense qu'en tout, chercheurs plus ingénieurs, il doit y avoir facilement plusieurs centaines de personnes qui travaillent dessus. Et donc tout ça, c'est de la matière grise qui cogite et qui doit arriver à construire en fait le télescope avec les instruments qu'il y a dedans. Voilà. Donc moi, je fais partie de l'équipe d'ingénierie, c'est-à-dire celle qui construit techniquement les instruments. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. On a le temps, hein, bien sûr. On a 2-3 minutes. Et s'il y a des gaz dessus qui ne sont pas connus en France? Alors, a priori... Sur Terre. Voilà, alors a priori, non, on a une bonne... Finalement, des gaz possibles, il n'y en a pas 1 milliard. Donc, on a quand même plutôt des bonnes raisons de penser qu'on connaît à peu près toutes les signatures spectrales qui seraient possibles de retrouver. Bon, là, il faudrait demander à des chercheurs qui sont plus pointus dans le domaine. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment possible. Mais en tout cas, ça permettra déjà de savoir lesquels on a à quel endroit. Et c'est déjà une information extrêmement précieuse. Ouais.
Et les signatures sont vraiment toutes différentes. C'est-à-dire qu'on sait reconnaître chaque gaz de manière vraiment distincte. Exactement. En fait, sans trop rentrer dans les détails, la couleur qui est absorbée par le gaz ou qui est émise si on le chauffe, c'est intrinsèquement lié au niveau d'énergie. Donc après, là, on rentre dans la mécanique quantique. Mais en fait, ça va être ce qu'on appelle des transitions de niveau. C'est-à-dire que quand on chauffe un gaz, ça vient exciter les électrons qui sont autour du noyau. Et en fait, c'est ces électrons, en se relâchant, qui vont émettre une longueur d'onde très précise. Et donc, en fait, vu que chaque atome a des niveaux d'énergie très précis, ça correspond, chaque atome ou chaque molécule, ça va correspondre à une longueur d'onde très précise. Et en fait, il n'y en a pas qu'une seule. C'est-à-dire que pour chaque gaz, on a plusieurs couleurs, ce qui permet bien de confirmer que, d'accord, on a des raisons de penser que dans le rouge, c'est le CO2, mais peut-être que la raie dans le vert, elle est aussi liée au CO2, ce qui confirme en fait notre première impression qu'on a avec la première couleur. Voilà. Allez, ben voilà, il y a des questions. Bonjour. Donc, j'ai compris là pour une exoplanète qui a une atmosphère, mais comment vous faites pour les planètes qui n'ont pas d'atmosphère? Bonne question. A priori, si les planètes n'ont pas d'atmosphère, il ne devrait pas y avoir trop de changements dans le spectre au moment où elles passent devant, mais ce qui permettra de conclure qu'effectivement, a priori, il n'y a pas d'atmosphère. Voilà. En fait, si elle n'a pas d'atmosphère, l'exoplanète, ça veut dire qu'il n'y a pas de gaz finalement dans l'atmosphère, et donc ça veut dire qu'en passant devant l'étoile, elle ne va pas modifier le spectre de l'étoile, et donc on sera capable de conclure qu'il n'y a pas d'atmosphère. On ne saura pas quelle est la composition de la planète elle-même. Non, en fait non, parce qu'effectivement, la roche, pour le coup, vu qu'elle est opaque à la lumière, si on a une planète qui n'a pas d'atmosphère, ça va juste baisser, en fait, c'est comme une occultation, c'est comme si on passe, nous, devant une source lumineuse, on va juste baisser le niveau lumineux, mais en fait, ça ne va pas changer la composition de la lumière. Parce qu'en fait, on est opaque à la lumière, donc elle ne nous traverse pas. Voilà. Donc en fait, on ne peut pas savoir, si c'est une planète de roche, on ne pourra pas savoir de quoi est constituée la roche, effectivement. J'avais une question, comme j'ai loupé le début, peut-être que vous l'avez dit. L'observatoire qui fait ça, c'est ici à Meudon. Est-ce que du coup les mesures sont impactées par l'atmosphère de chez nous qui change? Alors, c'est-à-dire un jour avec de la pollution ou un jour sans, est-ce que ça risque pas de foirer les mesures, quoi? Alors c'est une très bonne question. En fait, l'idée c'est que dans le spectre de la lumière du jour ici qu'on a, toutes les petites raies là qu'on voit d'absorption, c'est effectivement lié au gaz qu'il y a dans l'atmosphère de la Terre. Et c'est pour ça qu'en fait, ce genre de mesure, c'est mieux à faire depuis l'espace. Parce qu'en fait, depuis l'espace, du coup, on n'a pas l'atmosphère. Donc effectivement, on va pas avoir l'absorption de l'atmosphère. Et donc, ça a l'avantage que finalement, on sait que ce qu'on mesure, ça peut pas être lié à ce qu'on a dans le télescope. Et c'est vraiment lié uniquement à l'atmosphère de la planète. Donc après, c'est des mesures qu'on pourrait faire sur Terre, mais c'est quand même plus compliqué parce que, effectivement, vu que en fait, si on a l'atmosphère de la Terre qui absorbe déjà une partie, si c'est la même, si l'atmosphère de l'exoplanète qu'on regarde absorbe les mêmes couleurs, en fait, on le verra pas parce que les couleurs sont déjà absorbées par la Terre. C'est pour ça qu'il faut absolument le faire depuis l'espace, en fait. Exactement. Et alors, il va partir quand, le fameux... Alors pour l'instant, c'est prévu 2029, s'il n'y a pas de retard. Ça, c'est la réponse officielle. Et corporate. Et puis enfin, on verra. Ce sera, 2029 au plus tard, au début des années 2030, normalement. Voilà. Est-ce qu'avec cette méthode, on a une idée approximative de candidate probable de planète pourrait abriter la vie? Alors ça, c'est toujours la question à des milliards de dollars. Non, on ne sait pas. On n'en a aucune idée. Et en fait, parce que finalement, la seule planète qu'on connaît qui abrite de la vie, c'est la Terre. Et donc, l'enjeu, c'est effectivement de savoir déjà quelle planète pourrait abriter la vie. C'est-à-dire en termes de température, est-ce qu'il y a une atmosphère, la composition de l'atmosphère. Est-ce que déjà, ça serait propice à former la vie, en tout cas telle qu'on la connaît sur Terre? Et ensuite, si la planète est propice d'abriter la vie, quelle est la probabilité qu'elle abrite effectivement de la vie? Ça, c'est une question qui est extrêmement complexe. Et en fait, on n'en a aucune idée, parce que finalement, vu qu'on ne connaît qu'une seule planète qui a de la vie, c'est pas assez pour faire des statistiques. Et donc, en fait, on a des incertitudes énormes là-dessus. Donc, le but, c'est d'essayer de commencer à répondre à cette question-là, mais c'est une question qui est tellement complexe que on ne sait pas si on aura la réponse un jour, en termes de dire... Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas impossible qu'il y ait de la vie ailleurs, puisqu'il y en a ici. Mais après, la probabilité, c'est justement, on ne sait pas en fait. Voilà. Allez, c'est une dernière question. Pour continuer sur votre question, du coup, la lumière qu'on observe sur une planète qui a des millions d'années-lumière, éventuellement, si on trouve une atmosphère, c'est une atmosphère dont on est juste sûr qu'elle existait il y a des millions d'années-lumière. En réalité, on ne sait même pas si elle est encore existante à l'instant, quoi. Exactement.
Alors, oui, alors c'est une bonne question. Maintenant, de toute façon, l'enjeu, c'est pas d'y aller pour l'instant, parce que c'est de toute façon tellement loin qu'après on n'ira jamais. Donc, c'est plus pour déjà savoir effectivement, en fait, c'est lié à la question qui a été posée, c'est est-ce qu'on serait capable de savoir statistiquement combien de planètes pourraient abriter la vie? Déjà, avant même de la trouver, ça serait de faire une sorte de cartographie en fait des planètes qu'on a dans le ciel. Donc effectivement, l'enjeu, c'est pas tellement de savoir est-ce que actuellement il y a de la vie dessus, mais dire est-ce que déjà, comme vous dites, il y a des millions d'années, est-ce qu'il y a eu potentiellement de la vie ou des choses qui pourraient nous laisser penser qu'il y a eu de la vie à un moment. Voilà.